Chunk One, en Je suis Kat Tim, remplaçant Greg dans cette édition spéciale de Gutfeld. Kat Tim a passé des années à jurer qu'elle ne se marierait jamais et n'aurait jamais d'enfants. Elle a fréquenté le chaos, évité l'engagement et bâti sa carrière sur l'imprévisibilité. Puis, elle a rencontré un homme qui a complètement bouleversé son monde. Il n'était ni un comédien, ni une personnalité médiatique. Il était quelque chose de bien plus inattendu. En 5 ans, elle est passée de dormir sur des tapis de yoga à vivre dans des maisons de luxe dans 4 villes. Mais le plus choquant n'est pas sa transformation. C'est qui s'est passé quelques heures avant qu'elle ne donne naissance à leur premier enfant. Le timing était si bizarre qu'elle a appelé cela un miracle qui aurait pu lui sauver la vie. Kat Tim est née le 29 octobre 1988 à Detroit, Michigan. Son père, Daniel, travaillait de longues heures à l'usine juste pour nourrir sa famille. Detroit avait déjà perdu plus de 250 000 habitants à ce moment-là, et les emplois disparaissaient. Les Sapnot-les Thames vivaient à Wixom et avaient du mal à joindre les deux bouts. Chaque soir, Kat voyait son père rentrer du travail épuisé, de la graisse sur les mains, le corps usé. Sa mère, Anari, venait d'une grande famille catholique polonaise de 8 enfants. C'était une maison pleine d'amour, mais toujours à court d'argent. Kat a grandi en sachant exactement ce qu'était la lutte économique. Cette expérience est restée avec elle. À l'école, les choses ont empiré. Kat était constamment harcelée. Les enfants se moquaient d'elle parce qu'elle était bruyante et différente. On lui jetait de la nourriture. Elle était ignorée dans les projets de groupe. On lui a prescrit des amphétamines pour le TDAH à l'âge de 5 ans et elle en a pris pendant 30 ans, jusqu'à sa grossesse, en 2024. C'est dire à quel point sa bataille était profonde. Elle a commencé à se faire du mal pour gérer son anxiété. Le pire, c'est que les professeurs ont tout vu et n'ont rien fait. Elle a appris très tôt que rester silencieuse ne vous protégeait pas. C'est pourquoi elle a toujours été une voix pour la liberté d'expression. Chunk 2. Les mots sont devenus son bouclier. Son refuge était les livres et l'écriture. C'est tout ce qu'elle avait. Au lycée luthérien North à Macomb, les choses ont commencé à changer. L'école ne comptait qu'environ 560 élèves et un ratio professeur-élève de 16 à 1. Ce petit environnement a aidé. Elle a rejoint le théâtre et le journal de l'école. Son traumatisme s'est transformé en blague de scène et en chronique. Elle ne s'intégrait toujours pas, mais elle avait une voix maintenant. Elle faisait rire les gens, parfois de manière inconfortable. Même avec toute la douleur derrière elle, elle obtenait de bonnes notes et trouvait son rythme. Les racines chrétiennes de l'école se heurtaient à ses opinions politiques, mais elle a commencé à comprendre qui elle était vraiment. C'était son premier vrai pas hors de l'obscurité. Puis vint 2014. Cela l'a brisée. Sa mère, Anne-Marie, a été diagnostiquée avec une amylose cardiaque, une maladie ultra rare qui touche une personne sur 100 000. Les médecins se sont trompés à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À partir du moment où ils l'ont compris, il ne lui restait que 3 semaines à vivre. Elle est décédée à 57 ans. Kat n'avait que 26 ans et dormait sur un tapis de yoga dans un minuscule appartement en Californie. Elle occupait plusieurs emplois, était fauchée et brisée. La mort de sa mère l'a anéantie. Cette douleur ne l'a jamais quittée. Plus tard, elle en plaisanterait en ligne le jour de la fête des mères. Mais la vérité derrière ces blagues était insupportable. Malgré tout, elle a continué. De 2006 à 2010, elle a étudié au Hillsdale College. Elle a obtenu un diplôme magna cum laude en anglais. Elle a rejoint Chi Omega. Elle a écrit pour le journal de l'école. Chunk 3. Elle a étudié à l'étranger en Angleterre. Elle a fait un stage au Detroit News. Ses parents n'avaient pas les moyens de payer l'université. Alors, elle a occupé des emplois tout le temps juste pour rester inscrite. C'était en 2010, au plus fort de la récession, mais elle a quand même terminé. Son éducation à Hillsdale a aiguisé sa voix et façonné ses convictions politiques. Ce mélange d'écriture, de théâtre et de liberté est devenu toute sa carrière.
En 2012, elle a fait un stage chez KFIA, 6h40 à Los Angeles. Elle était reporter de la circulation dans un hélicoptère tous les matins à 4 heures, mais elle ne pouvait pas suivre les instructions. C'était tout le travail. Ils l'ont renvoyée. Elle avait besoin de ce stage non rémunéré pour survivre. Alors, elle s'est inscrite dans un collège communautaire local juste pour rendre cela légal. Elle a passé 4 mois sans aucun jour de congé. Reportage matinal sur la circulation, stage à la station de radio jusqu'à 16 heures. Service dans un restaurant jusqu'à 2 heures du matin. Elle tournait à vide, mais elle ne s'est pas arrêtée. En 2013, c'est ça, années 1660-2003, Campus Reform l'a embauchée. Elle a fait des reportages sur les protestations et la censure dans les universités. Ces reportages ont dénoncé des règles absurdes comme l'annulation d'une ferme pédagogique à cause d'un chameau ou la fermeture d'une collecte de fonds de fête à cause d'un seul mot. Elle a utilisé un esprit vif pour révéler comment la liberté d'expression était en train de mourir sur les campus. Ce n'était pas que des histoires, c'était sa façon de se défendre contre le silence dans lequel elle avait grandi. Mais les grands médias ne voulaient pas d'elle. Son stage non rémunéré à Fox News a pris fin à cause des lois du travail californiennes. Son emploi de reporter de la circulation avait disparu. Elle a perdu sa voiture et son appartement. Alors, elle a remonté la côte californienne en frappant aux portes des stations de radio. Ils aimaient sa voix, mais ne lui ont rien donné. Elle a réussi à se faire inviter à un petit segment au Washington Times. Elle n'arrêtait pas de demander du temps de parole. Finalement, ils lui ont donné 2 minutes. Elle a prouvé qu'elle pouvait offrir quelque chose que d'autres ne pouvaient pas. Chunk 4. Ces 2 minutes sont devenues son point de départ. Pendant cette phase solitaire à Los Angeles, son petit ami l'a quittée. Elle n'avait personne, alors elle s'est tournée vers le stand-up. Les soirées de micro ouverts sont devenues sa thérapie. Elle parlait de rupture, de solitude, et les gens riaient. Pas toujours. Parfois, elle se plantait complètement. Les blagues sur le féminisme ne passaient pas toujours. Elle restait là pendant 45 minutes de silence et de haine. Mais cela lui a appris le timing. Cela lui a appris à lire une salle. Cet échec est devenu son terrain d'entraînement. En 2014, elle a décroché un poste à l'International Business Times. Elle a écrit sur la façon dont la bureaucratie gouvernementale écrasait les petites entreprises. Elle a obtenu une bourse de journalisme Robert Novak en 2012. Son projet portait sur la façon dont les politiques californiennes pouvaient façonner l'ensemble du pays. Cela lui a donné de la crédibilité. Elle a écrit pour Investors Business Daily et National Review. Elle a figuré sur la liste 30 Under 30 pour les voix conservatrices. Tout cela est venu du simple fait de ne pas abandonner. Le 31 mai 2015, elle a finalement percé. Elle est apparue dans le Greg Gutfeld Show sur Fox News. Sa première phrase était devenue virale. Elle a critiqué les célébrités qui prêchaient tout le changement climatique tout en voyageant en jet privé. Elle a dit qu'elles avaient peut-être plus d'empreintes carbone que de cellules cérébrales. Plus de 50 000 partages en une journée. Les gens ont remarqué. Les audiences ont prouvé que les téléspectateurs se connectaient juste pour elle. En 3 mois, Fox l'a embauchée à temps plein. Ses segments ont obtenu 23% d'engagement, en plus que la plupart des autres. Chunk 5. Elle n'était pas seulement drôle, elle perçait le bruit ambiant. En 2017, Fox lui a donné un siège de co-animatrice dans l'émission The Fox News Specialist. Elle a été lancée le 1er mai. Ses opinions libertariennes se heurtaient constamment à celles d'Eric Bolling et d'Ebony K. Williams. Les choses ont dégénéré après Charlottesville. Elle a critiqué la réponse de Trump. Elle a dit qu'il n'y avait pas de bonnes personnes parmi les suprémacistes blancs. Les audiences ont atteint 1,8 million de téléspectateurs. L'émission était en feu, mais elle s'est terminée rapidement. Le 8 septembre 2017, Bolling a été renvoyé pour inconduite sexuelle. L'émission était terminée. Kat s'est retrouvée le bec dans l'eau. En mai 2019, elle a lancé Sincerely Kat sur Fox Nation.
C'était censé être léger. Au lieu de cela, c'est devenu brut. Elle s'est ouverte sur l'anxiété, les troubles alimentaires, même la mort de son père. Dans un épisode, elle a enlevé ses faux cils, ses faux cheveux, ses fausses lunettes devant la caméra et a dit « Rien de tout cela n'est réel ». Cet épisode a atteint 2,3 millions de vues. Les téléspectateurs ont vu quelqu'un de réel, quelqu'un qui brisait les murs. C'est devenu la deuxième émission originale la plus regardée de Fox Nation. Lorsque Gutfeld a été lancé en avril 2021, Kat était prête. L'émission a attiré 1,69 million de téléspectateurs le premier jour. En janvier 2022, elle atteignait en moyenne 2,12 millions de téléspectateurs. Ses blagues sur la cancel culture sont devenues virales. En septembre 2021, elle a dit que la cancel culture était le passe-temps des gens qui n'avaient pas de vrai passe-temps. Cette seule phrase a atteint 8,4 millions d'impressions. Puis vint le 18 septembre 2024. Trump est venu dans l'émission. L'épisode a attiré 89 millions de téléspectateurs. Elle s'est mesurée à lui. Chunk 6. Toujours enjouée, toujours pointue. Elle est devenue la femme la plus regardée de la fin de soirée à la télévision. Mais son moment le plus terrifiant est survenu des années auparavant. Le 24 juillet 2017, à Union Pool, à Brooklyn, un homme est entré, l'a trouvé et lui a versé une bouteille d'eau pleine sur la tête. Il l'avait observé de loin, puis l'avait attaqué et avait disparu en moins de 90 secondes. Elle n'a pas pu prononcer son discours ce soir-là. Il portait sur la réforme de la justice pénale. L'attaque l'a réduite au silence. Elle a tweeté « Ce n'était pas juste un type ivre au hasard. Ce message a été retweeté plus de 45 000 fois. Pendant des mois, elle ne sortait pas sans sécurité. L'homme n'a jamais été arrêté. Ce moment l'a transformé en quelque chose d'autre. » L'ascension de Kat Timm n'était pas seulement inattendue. On avait l'impression que quelqu'un avait déchiré une enveloppe hermétiquement scellée au milieu d'une pièce silencieuse. Le 18 avril 2023, elle a sorti son premier livre. On ne peut pas plaisanter avec ça. Et il a immédiatement atteint la première place sur Amazon. Quelques semaines plus tard, elle est apparue sur la liste des best-sellers du New York Times et y est restée pendant 3 semaines. Mais ce n'était pas seulement les ventes qui ont stupéfié les gens, c'était le contenu. Elle n'avait pas peur d'écrire sur les blagues sur le viol, le cancer, les parents décédés ou la cancel culture. Elle a sorti des histoires que la plupart des gens enfouissaient profondément en eux et les a en quelque sorte rendus drôles. Une étude de 2019 qu'elle a citée disait que 40% des Américains s'auto-censuraient déjà par peur. Ce chiffre ne s'est pas contenté de flotter, il a tout ancré. Son livre a montré ce que signifiait continuer à s'exprimer. Puis, en septembre 2024, elle a sorti son deuxième livre, I Used to Like You Until. Et une fois de plus, il a atteint la liste du New York Times. Mais cette fois, les gens n'ont pas seulement haussé les sourcils, ils ont laissé tomber leur téléphone. L'une des parties les plus choquantes du livre concernait une femme avec qui elle était sortie. La relation n'a pas échoué à cause de la religion ou de la politique, mais à cause de la mère professeure d'études de genre ultra-agressive de la femme. Chunk 7. Elle ne pouvait pas supporter que sa fille sorte avec quelqu'un de Fox News. Kat a écrit clairement qu'elle ne voulait pas être étiquetée comme hétérosexuelle. Cette phrase s'est répandue à la fois dans les milieux conservateurs et progressistes. Et puis, elle est allée au podcast de Joe Rogan en septembre 2024 pour parler de tout cela. L'épisode a obtenu des millions de vues au passage. Mais Kat n'était pas nouvelle en matière de controverse. Elle écrivait pour National Review depuis 2014. Et ses premières chroniques avaient déjà fait crier les gens. Dans l'une d'elles, elle a critiqué les universités pour avoir organisé des ateliers tout en promouvant des récits de victimes. Dans une autre, elle a dit qu'Hillary Clinton ne pouvait pas se dire féministe tout en démolissant les accusatrices de Bill. Les gens ne réagissaient pas seulement à ses idées, ils étaient furieux. Mais elle ne s'est pas arrêtée.
En 2015, son article Doing Feminism a suscité un débat qui a continué à tourner pendant des semaines. Elle est devenue la personne que les gens voulaient, soit citée, soit annulée. Son podcast, The Kat Tim Show, a commencé en novembre 2016, pas en 2020 comme certains le pensent, et c'est devenu son espace pour tirer le rideau. Dans un épisode, elle s'est ouverte sur la façon dont l'Accutane avait ruiné sa santé mentale. Elle se sentait si mal que les téléspectateurs ont écrit pour lui demander si elle voulait toujours être à l'antenne. Elle a dit qu'elle se détestait plus que ses détracteurs ne le pourraient jamais. Elle a parlé de l'anxiété, du TDAH et de la mort de sa mère, en utilisant l'humour comme seul moyen de s'en sortir. C'était brut. Elle n'était pas polie, mais c'est ce qui a fait rester les gens. Le 24 juillet 2017, les choses sont devenues physiques. Elle était à Union Pool, à Brooklyn, sur le point de prendre la parole pour la campagne de son ami Ben Kissel, lorsqu'un homme s'est approché, l'a tapoté et lui a versé une bouteille d'assaut de même 5 L dessus. Ce n'était pas aléatoire. Il était venu la chercher. Elle a dû annuler son discours. Elle a dit que cela lui donnait l'impression de ne même pas avoir le droit d'être en public. La surveillance a montré qu'il l'avait ciblée à cause de son travail. C'était une femme de 28 ans trempée et réduite au silence. Ce n'était pas la première fois que le public s'en prenait à elle. Chunk, 8. En novembre 2015, elle a fait une blague sarcastique sur Red Eye, disant que les fans de Star Wars se piquaient avec leurs petits bâtons de nerfs de l'espace. Cette seule phrase s'est transformée en haine virale, menace de mort, menace de viol vidéo. Certains fans ont dit qu'ils voulaient lui couper le visage et le coller sur un détonateur thermique. Elle ne s'est pas excusée. Elle a écrit une autre chronique et a dit qu'elle ne céderait pas au jeu de la rectitude politique. Elle ne reculerait pas, quoi qu'il arrive. Ce que les gens ne savaient pas avant 2024, c'est à quel point les choses étaient graves au début. Après avoir obtenu son diplôme magna cum laude de Hillsdale, elle a fait un stage chez Fox, mais a dû partir à cause des lois sur les stagiaires non rémunérés. Puis sont venus des emplois brutaux. Reportage sur la circulation à 4 heures du matin à Los Angeles, quart de travail à la radio, travail de nuit dans un restaurant, 4 mois sans un seul jour de congé. Lorsqu'elle a été renvoyée d'un poste à la radio, elle a remonté la côte californienne en faisant des démos. Personne ne lui a donné de travail. Elle a dit aux gens qu'elle travaillait dans le porno juste pour éviter les arguments qui venaient avec le fait de dire qu'elle travaillait chez Fox. Son livre le dit mot pour mot. Cette seule phrase frappe fort. Son humour est resté le même, tranchant et brutalement honnête. Elle a parlé d'avoir été larguée devant son père quelques jours avant de commencer chez Fox. Elle a plaisanté sur l'avortement, les fêtes, l'alcool. Tout n'était pas documenté, mais c'était toujours inconfortable de la meilleure façon. En 2019, ses numéros ont penché vers les idées libertariennes, tirant toujours sa vie personnelle dans la tension politique. Elle a dit que l'humour était sa religion, c'était sa façon de guérir. En 2024, son deuxième livre est sorti pendant sa grossesse. C'était la meilleure chose qu'elle ait jamais faite, a-t-elle dit. Elle a été renvoyée de poste à la radio pour avoir refusé de s'auto-censurer. Et cela n'a fait qu'alimenter sa position sur la liberté d'expression. Malgré le harcèlement constant, elle n'a pas reculé. Elle a redoublé d'efforts. En 2023, son rôle dans Goodfeld a complètement changé. Elle est passée de panéliste à productrice de segments. Elle ne s'est pas contentée de s'asseoir à la table. Chunk 9. Elle a construit les segments, le plus surprenant étant son parcours de congélation des ovules. Elle a transformé l'une des expériences les plus privées en un sketch comique. Internet s'est emballé, plus de 2 ou 3 millions d'interactions. Son salaire a atteint 1,2 million de dollars à la fin de l'année. Puis vint l'interview de Rogan, d'une durée de près de 3 heures. En septembre 2024, elle a dit que les fans de MAGA exigeaient une loyauté totale envers Trump. Elle a dit qu'elle pourrait gagner un demi-million de plus si elle cédait. Mais elle ne le fera pas. Le courrier haineux qu'elle reçoit doit être filtré par une équipe. Ruban adhésif, attache de câbles, mais elle continue.
En 2025, elle était en tournée. La tournée I Used to Like You a touché 47 villes. Minneapolis s'est vendu en 3,2 minutes. Les billets coûtaient jusqu'à 212 $. Elle a se gagné 847 000 $ grâce à cette tournée. Lors d'une étape, elle a dit que sa mère était décédée 6 mois après sa première apparition sur Fox. Elle a dû rendre compte de l'actualité tout en pleurant en silence. Les forfaits VIP coûtaient 300 $ et donnaient aux fans 30 minutes de chat en temps réel, brut et émotionnel. Mais sa carrière ne se limitait pas à la scène. Elle a commencé en 2015 avec ses enquêtes sur la liberté d'expression sur les campus aux fédéralistes. Elle a écrit sur une université de Pennsylvanie qui interdisait les décorations de Noël et cet article, à lui seul, a atteint 2,1 millions de partages. Elle a documenté 73 violations de la liberté d'expression, a constaté que 89% d'entre elles visaient que les conservateurs et a prouvé que les campus n'étaient plus des lieux sûrs pour les idées. Un article a même mené à un segment sur le Daily Show. Elle a gagné 125 000 $ cette année-là, grâce aux fédéralistes seulement. Puis, en 2025, pendant son congé de maternité, elle a découvert qu'elle avait un cancer du sein juste 15 heures avant d'accoucher, stade 0. Mais malgré tout, elle a subi une double mastectomie en mars au Memorial Sloan Kettering. Elle a partagé une photo de ses pieds avec le mot « censored » dessus. 847 000 personnes ont aimé. Elle est revenue à Gutfeld en juin. Cet épisode a compté 3,2 millions de téléspectateurs. Elle a regardé la caméra et a dit « Je n'ai plus de sein et je suis sans cancer. » Chunk 10. Kat Tim avait toujours plaisanté en disant qu'elle n'était pas faite pour quoi que ce soit de traditionnel. Elle ne croyait pas au mariage. Elle ne croyait pas à la monogamie. Elle aimait le chaos et l'imprévisibilité, surtout en matière de relations. Alors, quand elle a swipé à droite sur Raya en 2019 et a matché avec Cameron Fischia, cela lui a semblé être une erreur. Il ressemblait à un type de la finance bien propre sur lui, avec un passé militaire, une éducation en école préparatoire, une coupe de cheveux soignée, le contraire de tous les mauvais garçons qu'elle avait fréquentés auparavant. Mais quelque chose chez lui l'a attirée. Elle a même dit plus tard, il se sentait juste différent, stable, calme, comme l'opposé des problèmes qui m'avaient attiré auparavant. Leur premier rendez-vous a brisé toutes les idées qui lui restaient. Il n'a pas parlé d'action ou de brunch, il a parlé de l'Afghanistan. Il avait servi dans la 5e division aéroportée en 2012 près de la frontière avec le Pakistan, l'une des dernières unités américaines à effectuer des missions de combat avant le retrait. Il lui a raconté des histoires d'échanges de tirs, d'embuscades des talibans, d'engins explosifs improvisés. Il était là quand les choses étaient encore explosives, avant que le retrait ne commence vraiment. Pour une femme habituée aux répliques cinglantes dans les panels de Fox News, c'était quelque chose d'entièrement différent. Ce n'était pas seulement qu'il avait survécu à la guerre, c'était la façon dont il en parlait calmement. Elle a admis « J'avais l'impression d'écouter quelqu'un d'une autre planète. » Ce n'était que le début. Plus elle en apprenait, plus cela lui semblait étrange. Il n'était pas seulement un type de la finance. Il avait obtenu son diplôme de West Point en 2009. Avant cela, il a joué à la crosse à l'école d'élite CHO, Rosemary Hall. À West Point, il portait le numéro de maillot 40, mesurait 1,83 mètres et pesait 82 kg. Il ne faisait pas seulement partie de l'équipe de crosse de l'armée. Il a aidé à la reconstruire pendant l'une de ses années les plus difficiles après avoir perdu la plupart de ses joueurs seniors. Plus elle se penchait sur son passé, plus il lui ressemblait à une sorte de soldat, d'athlète, de héros de fiction. Et elle ne pouvait s'empêcher de rire de l'absurdité de tout cela. Ce qui l'a vraiment surprise, ce n'était pas seulement son CV, c'était à quel point il respectait sa voix. La plupart des hommes qu'elle a fréquentés ne savaient pas quoi faire de ses commentaires politiques ou de ses tirades comiques de fin de soirée. Mais Cameron n'a pas bronché. Chunk 11. Chunk 11. Il aimait qu'elle soit bruyante et qu'elle ait des opinions tranchées. Il l'encourageait.
Il n'essayait pas de la faire taire ou de la faire débattre pour gagner des points. Il écoutait, posait des questions et la poussait à continuer. Cela seul le distinguait. Puis vint la pandémie en 2020. Après seulement 1 an de fréquentation, ils ont emménagé ensemble. C'est à ce moment-là que tout ce qu'elle croyait autrefois a commencé à s'effondrer. Pas de cohabitation, pas de rôle traditionnel. Cela avait toujours été son mantra. Mais le confinement a forcé un choix. Et au lieu de le repousser, elle s'est vite penchée sur lui. Ils ont créé un rythme dans le même espace jour après jour. Pas de cris, pas de vie de couple mise en scène sur Instagram. Juste des matinées tranquilles, des repas partagés, des débats tard dans la nuit. Et finalement, une grande surprise, une bague de fiançailles. Elle l'a exhibée au Greg Gutfeld Show en août 2020 comme si de rien n'était. Mais pour elle, c'était tout. Cela signifiait qu'elle l'avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le 1er mai 2021, elle remontait l'allée. Mais bien sûr, elle l'a fait à sa manière. Au lieu de la musique de mariage habituelle, elle a choisi « I Want to Grow Old with You » d'Adam Sandler. Elle a abandonné ses lunettes. Lisa Kennedy Montgomery a officié. Il y avait une enseigne au néon qui disait « Till Death ». Rien de tout cela ne semblait traditionnel. Elle a même dit plus tard « Je suis encore choquée d'être mariée ». Ses vœux promettaient de ne pas changer qui elle était, de ne pas s'adoucir simplement parce qu'elle était la femme de quelqu'un. Son post Instagram a tout résumé. L'enfer a gelé. Même la proposition avait été une surprise. Cameron avait fait fabriquer la bague sur mesure, mais quand il a fait sa demande, Kat n'a pas pleuré. Elle a paniqué. Elle avait passé des années à dire qu'elle ne croyait pas à l'éternité. Chunk, 12. Maintenant, elle le regardait en face. Mais elle a dit oui. Non pas parce qu'elle était prête, mais parce que quelque chose chez lui faisait croire qu'elle pouvait l'être. Après le mariage, tout a de nouveau changé. Au lieu de se sentir piégée, elle s'est sentie libre. Elle a dit « Je me sens plus libre que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. » Cette liberté s'est transformée en un changement plus important. Ne jamais vouloir d'enfant et peut-être en avoir un jour. Ce jour est arrivé en février 2025, lorsqu'elle a donné naissance à leur premier enfant. Mais même ce moment ne s'est pas déroulé comme prévu. Juste 15 heures avant l'accouchement, les médecins ont découvert un cancer du sein de stade 0 lors d'un contrôle de grossesse. Elle a appelé cela un miracle. La grossesse avait conduit à des tests qui ont détecté le cancer tôt. Elle a dit « Mon petit bonhomme a peut-être sauvé ma vie. » Après avoir accouché de son bébé, elle a subi une double mastectomie le 20 mars 2025. La plupart des gens seraient restés silencieux. Kat a posté un selfie depuis son lit d'hôpital avec le mot « censored » écrit sur ses orteils et l'a légendé avec une blague sur la taille des seins. Son humour n'a pas disparu, il est juste devenu plus tranchant. Son co-animateur a envoyé un gâteau qui disait qu'elle était maintenant libre de ses seins. Elle l'a affiché fièrement. Ce qui a rendu cette transformation si folle, ce n'était pas seulement la maternité ou le mariage. C'était la façon dont elle admettait à quel point elle avait eu tort. Elle avait dit à tout le monde qu'elle ne voulait pas d'enfants, ne voulait pas de mariage, ne croyait pas à la monogamie. Et puis, elle a rencontré quelqu'un qui n'a pas essayé de la changer et soudain, elle s'est changée elle-même. Elle est passée de rebelle à épouse amère en un peu moins de 6 ans. Derrière tout cela, Cameron est resté silencieux. Il n'apparaît pas sur Fox News. Il fait rarement des interviews. Sa seule véritable apparition publique a été un segment radio en 2021 où il a décomposé l'attentat à l'aéroport de Kabul en termes militaires glaçants. Il a critiqué la façon dont la direction avait géré le retrait. Il a parlé de points d'étranglement, de stratégie des talibans, de la façon dont tout aurait pu se passer différemment. Il était clair qu'il pensait toujours comme un soldat, même en costume. Et pourtant, ce même homme prépare le dîner. Chunk, 13. Bien qu'il gagne près de 6 millions de dollars par an grâce à Kotu Management, c'est lui qui cuisine à la maison. Ils ont un chat nommé Chin, un chien nommé Carl et des maisons éparpillées à Manhattan, dans les Hamptons, à Los Angeles et à Miami.
Son passe-temps de location de week-end comprend des Lamborghini et des Ferrari, avec plus de 150 000 dépensés en location de luxe, juste pour le plaisir. Il lui a acheté une BMW X7 à 95 000 juste comme ça. Avant qu'au-tout, il travaillait chez Merrill Lynch, gérant des millions de dollars en transactions. Avant cela, il a mené des soldats à travers la guerre. Le passage d'Army Ranger à analyste financier n'était pas seulement un changement d'emploi. C'était une refonte complète de la vie. Il est passé de l'esquive d'engins explosifs improvisés à la gestion de portefeuille. Et d'une manière ou d'une autre, il n'a jamais perdu la tranquillité constante qui a attiré Kat dès le début. Dans son livre de 2024, elle a même révélé une brève romance avec une femme écourtée non pas par un scandale, mais par la mère féministe de la femme, qui ne pouvait pas accepter que sa fille sorte avec quelqu'un de Fox News. La vie de Kat a toujours défié les catégories. Conservatrice, libertarienne, chaotique, structurée, bruyante, privée. Maintenant, elle est tout cela à la fois. Elle disait qu'elle ne se marierait jamais, n'aurait jamais d'enfants, ne se poserait jamais. Maintenant, elle est mariée à un soldat devenu banquier, élève un enfant, vit dans le luxe et rit de sa guérison du cancer avec des blagues sur la taille des seins sur Instagram. Génial!